Il est 20h sur toute l'étendue du territoire. C'est le temps de l'information sur Télé Tchad, la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de ces journaux. La route passe et le calvaire trépasse. Le ministre des Infrastructures est sur le terrain pour une visite d'inspection à Dourbali. Pendant ce temps, dans le Salamat, la population est dans la joie. Le pont des Gazmablé est déjà finalisé. L'intelligence primée dans cette édition. Nous allons marquer un arrêt pour parler de la grande finale du trophée des lycéens. La 4e édition a été remportée par le complexe Marif Djalo-Turc. Le duel des titans à suivre dans quelques minutes. La mendicité s'invite dans ces journaux. Le phénomène, vous le vivez quotidiennement ici en Djamena. Ça prend de l'ampleur ces derniers temps. Des étrangers, hommes, femmes et enfants, tous embarqués avec une nouvelle forme de mendicité. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît, pour les détails. C'est la fin de sa tournée d'inspection dans les 23 provinces du pays. Le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Amir Idriss Kourda, a bouclé sa mission avec comme point de chute Dourbali dans la province de Chariba-Guermi. Le ministre a eu l'occasion de voir de près la qualité d'infrastructures routières dans la ville, comme nous le rapporte Barry Botalo. Cette série de visites vise globalement à faire la situation de toutes les infrastructures de province, en particulier celles qui sont en arrêt, afin de reprendre les travaux de manière progressive, tout en mettant l'accent sur les projets socio-sanitaires et scolaires prioritaires, puis faire des programmations dans le budget de l'exercice 2026, à savoir les pistes rurales, tenant compte des besoins des populations. Pour le cas particulier de la province de Chari-Bagrimi, selon le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Amir Idriss Kourda, il s'agit en matière d'agriculture et d'élevage. Et dans ces provinces, nous avons 2 projets majeurs qui sont en cours d'exécution. Le premier projet, c'est la route Gassi-Dourbali, qui est un vieux chantier qui est en cours d'exécution, qui est aussi divisé en 2 grandes parties. La première partie a été achevée il y a cela 10 ans, qui est fortement dégradée, que nous avons demandé à la même entreprise qui continue la deuxième phase de reprendre complètement ce tronçon, parce que c'est vrai que ça a duré, mais ce n'était pas bien fait depuis 10 dernières années. Donc l'entreprise va prendre en charge afin de complètement pallier toutes ces dégradations. Le second chantier, long de 58 km, concerne l'axe Dourbali-Massenia, dont le taux global d'exécution des travaux est de 26,27% pour un délai consommé de presque 60% à la date de 31 juillet 2025. Amir Idriss Kourda a donné des orientations fermes pour qu'il n'y ait plus d'arrêt de travaux pour quelque raison que ce soit. Et quand la route passe, le calvaire trépasse. L'illustration dans le Salamat à milieu de Dourbali. Vous allez le voir, le pont de gaz de Gosmablé construit sur les Barazoum ainsi que 14 autres dallos ont été achevés et c'est la joie dans la ville. Notre reporter Mohamed Were Moussa est sur place. Voici son reportage. Chaque année, à l'arrivée de la saison pluvieuse, la ville d'Antiman, chevalier de la province de Salamat, se retrouvait prisonnière entre le Wadi Azoum et son influent, le Gozmablé. Le 10 mai 2023, lors d'une visite sur place, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, avait pris un engagement ferme. Faire du désenclavement de Salamat une priorité. Promesse tenue, en un temps record, un pont de 140 mètres de long et de 11 mètres de large, soutenu par 14 dallos, a été construit. Cette année, Dieu merci, avec le travail que vous voyez devant vous, nous remercions vraiment le président de la République et l'entreprise qui a fait les travaux. J'adresse mes vifs remerciements au chef de l'État, le président, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Maintenant, les gens circulent normalement. Pour les chambres de commerce, ces projets constituent un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques. Vraiment, c'est une grande chose que vraiment on remercie le maréchal, président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno. Je suis convaincu que le président de la République tiendra toujours à sa promesse. Les délégués des infrastructures et de désenclavement appellent la population à préserver cette route. La circulation est vraiment fluide et que tous les véhicules passent sans souci. La route que nous avons construite, c'est pour la population, c'est pour les usagers.
quand le chef de l'État déploie beaucoup de moyens pour les ouvrages, donc il ne faut pas que ces ouvrages-là soient gâtés en un rien de temps. Pour le responsable de S3C, la société en charge de l'exécution de ces travaux, la priorité a été donnée à la zone identifiée comme la principale cause des interruptions de circulation. Sur cet axe, les ponts de Darazna situés à 75 km d'Amtiman restent les derniers obstacles avant le désenclavement total de toute la province d'Issalamat. L'actualité ce samedi est aussi marquée par le verdict de la Cour criminelle d'Indiamena qui vient de tomber. Le président du parti Les Transformateurs est condamné à 20 ans de prison ferme et une somme d'1 milliard de francs CFA à verser à l'État tchadien en dommages et intérêts. Ce 9 août, le président du parti Les Transformateurs est reconnu donc coupable d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe d'associations de malfaiteurs liés au conflit intercommunautaire de Mandakao et reconnu de complicité de meurtre. On poursuit ce journal. La grande salle Mohamed Hissène Delonama respire l'excellence. C'est la grande finale du trophée des lycéens. La 4e édition a mis aux prises le lycée collège La Référence et le complexe Marif Tchado-Turc. Les deux se sont rivalisés d'intelligence au grand plaisir du public venu nombreux. Après 3 manches, le complexe Marif Tchado-Turc remporte le trophée. Le temps fort de ces duels raconté par Djortebe Angel. Ça y est. Après 6 mois de la phase éliminatoire, c'est enfin la grande finale de la 4e édition du Trophée des lycéens. En lice, le lycée collège La Référence de Mongo contre le complexe Maarif Tchado-Turc. Pour la présidente du comité d'organisation, Chérifier Abakar Abderrahmanagar, le Trophée des lycéens fait la promotion de l'excellence, de la création éducative et de la citoyenneté chez les jeunes. Vu la portée nationale de l'événement, celle-ci plaide pour une implication plus soutenue des plus hautes autorités. Le trophée des lycéens n'est pas un simple événement. Il est selon moi un puissant vecteur d'émancipation, un instrument de transformation sociale et un manifeste pour une jeunesse ambitieuse et éclairée. Nous vous demandons de soutenir cette initiative. Soutenez cette initiative juste et noble qui vise l'excellence académique. Nous vous invitons à venir suivre le déroulement du jeu en présentiel ici à l'ONAMA. Cela vous rapprochera de votre population et de la jeunesse. Après 3 manches de rudes épreuves, c'est le complexe scolaire Maarif Tchado-Turc qui remporte haut les mains le trophée de la 4e édition de la compétition avec un score sans appel de 51 points sur 124 contre 40 points sur 124 pour le lycée collège La Référence de Mongo. Pour cette grande finale, plusieurs distinctions ont été attribuées individuellement aux lycéens qui se sont distingués par leur talent. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 5e édition, encore plus édifiante. Djordebe Angel, l'excellence, c'est ce que promet le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Abdelmanan Khattab a réuni ce matin les acteurs sanitaires de la province pour passer au scanner le plan politique provincial du développement sanitaire 2022-2030. Nembe Nessor Galandi est sur place pour les détails. Cet atelier de validation politique du plan de développement provincial de la santé du Mayo-Kébi-Ouest marque une étape clé dans la mise en œuvre des politiques sanitaires décentralisées visant à améliorer durablement la santé de la population. Selon Fatimé Mirezil, chef de mission, cette validation illustre la volonté du gouvernement à renforcer sa politique de décentralisation dans le secteur de la santé. Pour le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Khattab, les plus hautes autorités du pays soutiennent fermement l'amélioration de la santé des populations locales. L'élaboration du plan national de santé par le ministère de la Santé publique, suivi du plan provincial de développement sanitaire, traduit l'engagement du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à poursuivre sa politique d'améliorer l'état de santé de la population à travers la mise en œuvre des soins de santé primaires pour accélérer l'atteinte à la couverture de santé universelle. La présentation de ce plan provincial de développement sanitaire a été faite par le délégué provincial de santé du Mayo-Kébi-Ouest, Dr Abino Djelamdi. Des échanges et la signature officielle du document au ministère aux travaux.
La Tandjilé, c'est à quelques pas du Mayo-Kébi Ouest et nos caméras nous y permettent de la rallier pour parler de la validation de la politique provinciale de développement sanitaire 2023-2030. On en parle avec Eric Guedi. Cet atelier, selon les organisateurs, marque une étape cruciale, celle de l'appropriation du plan par toutes les parties prenantes concernées. Il ne s'agit pas seulement d'un document technique, mais un outil de mobilisation collective, d'un levier pour une action concertée et efficace au service de la santé des populations de la Tandjilé. Pour le délégué provincial de la santé publique et de la prévention de la Tandjilé, Dr Adibera Jean-Baptiste, ce plan provincial de développement sanitaire vise à renforcer la gouvernance sanitaire, améliorer l'offre et la qualité des soins, promouvoir la couverture sanitaire universelle et réduire les inégalités d'accès aux services, notamment pour les populations vulnérables. De son côté, la chef de mission, Fatime Meressil, de préciser que ce plan s'articule autour des priorités nationales définies dans le plan national de développement sanitaire, tout en intégrant les spécificités locales de la province en mettant l'accent sur la gouvernance et leadership, les infrastructures et équipements, les prestations des services de soins. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Al-Hadj Abdoulaye Boulama, a exhorté tous les acteurs concernés à s'impliquer activement dans les échanges et à faire preuve de responsabilité, d'engagement et de vision. Car, dit-il, ce n'est qu'ensemble que nous pourrions atteindre les objectifs fixés et bâtir un système de santé résilient et plus équitable, a-t-il conclu. C'est alors qu'au cours de cette cérémonie, 4 motocross ont été offerts par l'UNICEF au district sanitaire de Dafra, Déguessia, Guidari et Kolon. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction. Chapitre 7, la marche du Tchad vers l'indépendance. Premier tiré, les grandes étapes. Au tableau, notre reporter Adef Ahmad Berhama. C'est lui qui s'en charge aujourd'hui de décliner les grandes étapes ayant conduit à l'accession du pays à l'indépendance, avec un accent particulier sur le rôle joué par le premier élite tchadienne. Suivez. À l'instar des autres États membres de l'Afrique équatoriale française, le Tchad, devenu république au sein de la communauté française, accéda à l'indépendance le 11 août 1960. L'accession du Tchad à la souveraineté internationale fut la consécration de dures épreuves endurées par les premières élites. L'une des épreuves majeures a été la conférence de Berlin en Allemagne, tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Conférence au cours de laquelle les puissances mondiales décidèrent de sceller le sort du continent africain. À l'issue de ces assises, des accords bilatéraux ayant pour but le partage des territoires africains ont été signés. C'est ainsi que le Tchad, convoité par les puissances colonisatrices, compte tenu de l'immensité de ses ressources naturelles, a été occupé par la France. Ceci, après des résistances farouches, tant sur les plans politiques, militaires que religieux. Les deux guerres mondiales ont offert l'opportunité à la France de se rapprocher davantage de ses colonies, parmi lesquelles le Tchad. Inquiet de l'occupation de la France par les troupes nazies, le général de Gaulle, alors président de la République française, lança un appel aux pays africains. C'était le 18 juin 1940. Il reçoit l'adhésion du Tchad qui envoya plus de 1000 hommes, suivis du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine et du Congo. En retour, la France accéléra le processus de décolonisation. Le maire de la ville de Marseille, par ailleurs ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Defferre, initia la loi cadre votée le 23 juin 1956. La dite loi accorde aux Africains, traités à l'époque d'indigènes, le droit d'être citoyens, de voter, d'être élus et de participer en toute liberté à la vie politique. C'est ainsi que naîtra le Conseil territorial, devenu plus tard l'Assemblée nationale, au sein de laquelle siégèrent 65 députés. Et ce sont ces élus qui ont eu le privilège de proclamer la République du Tchad le 28 novembre 1958. S'en suivront l'adoption de la première constitution de la République et la mise sur pied d'un gouvernement provisoire, lesquels gouvernements dirigés respectivement par Gabriel Lisette, Gonchome Sahoulba, Ahmed Koulamala et enfin Garta François Tombalbaye, qui forma son équipe le 23 mars 1959.
Le gouvernement investi avait pour prérogative de préparer l'indépendance du Tchad. Suivant cette démarche, des discussions ont été entamées avec le pays colonisateur, la France. Tout compte fait, une nouvelle page de l'histoire du Tchad s'était ouverte. Le 11 août 1960, le Tchad accéda à son indépendance, faisant ainsi son entrée dans le concert des nations. Le Tchad est devenu indépendant et souverain. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Ainsi, depuis le 11 août 1960, le Tchad est indivisible, est indépendant et souverain. Son peuple jouit de la plénitude de cette souveraineté dans ses 1 284 000 km². Au deuxième tiré de ce chapitre, nous allons évoquer aujourd'hui les liens coloniaux rompus depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Notre reporter Raymadi Orion-Odette a interrogé sur ces sujets l'historien Dr Mohamed Ahmad Hagar. Suivez. Le Tchad était colonisé, comme vous savez, par la France. Et depuis 1894, 1960. Mais l'indépendance, je crois que dans le sens figuré, où une indépendance est formelle au début, parce que on dit indépendance, mais il n'y a pas indépendance économique, ni culturelle, ni linguistique. La France a imposé sa culture et sa langue. Il a fait disparaître une grande partie de la réalité tchadienne. On parle d'indépendance, mais nos relations n'est pas rompues. Continuer jusqu'à 26 avril l'an 2023. Le président Marshal Elis Deval a annulé cet accord. Accord qui a été signé en 1976 entre Jacques Chirac, Premier ministre de France, et le général Félix Malo. Finalement, l'an 2024 était le départ des bases militaires françaises, Djamena, Faya, Abèche. Mais il reste beaucoup d'accords, accords culturels, accords économiques et aussi accords de jurisprudence. Et aussi les Tchadiens, s'ils cherchent, disons, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, ils ont créé un comité de réécrire l'écriture de l'histoire du Tchad. Certainement, on va se diriger vers les réalités tchadiennes disparues par la France, comme notre monnaie. Et avant l'arrivée de France, la monnaie utilisée au niveau, ce qu'on appelle le Tchad, c'était réal. Alors les gens n'ont pas encore oublié. Et création des francs CFA, selon accord Wood 1945. Le franc CFA ne fonctionnait que 1959 au Tchad. Là aussi, si on est vraiment indépendant, il faut réfléchir à ça aussi. Et nous avions notre drapeau, 3 États, sur ce qu'on appelle Tchad aujourd'hui. Il avait leur drapeau. Et ce drapeau aussi, remplacé par le drapeau de l'Empire romain. Et aussi, il y a l'hymne national. Alors que nous avons notre hymne national qui était 715 ère chrétienne. C'est disparu. Alors la France a amené tous les documents à la documentation française
et une partie de Louvre. Et on ferme la page histoire de ce journal. Un coup de balai au cimetière du Champ des Files. La commune de la ville d'N'Djamena et les différentes associations étaient aux petits soins de ces lieux dans le cadre du samedi citoyen. L'objectif est de redonner la valeur et la dignité aux morts enterrés dans ces cimetières, comme nous le rapporte Kamsouloum Mohamed Moussa Diabou. Tôt le matin, les différentes associations et citoyens de la commune du 5e arrondissement se mobilisent pour nettoyer le cimetière du Champ des Files. Il est 7h30. Le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, se trouve sur le lieu de l'opération. Dès son arrivée, le maire et sa délégation entrent en action. Il appelle les citoyens à adhérer à cette initiative de samedi citoyen. Ce site méritait également toute notre attention, mais également de toutes les populations du 5e et des plus hautes autorités de notre pays. Alors nous avons aujourd'hui choisi d'être sur ce site dans le cadre du samedi citoyen pour d'abord faire un grand nettoyage qui sera plus tard suivi d'une clôture du cimetière et éventuellement d'un aménagement paysager au profit des populations de la commune du 5e. L'initiative est saluée par le député de la commune du 5e arrondissement. Cette initiative a porté beaucoup de fruits. La ville d'N'Djamena a commencé à changer d'image maintenant. Sur ce, je voudrais remercier le maire de la ville d'N'Djamena, accompagné de ses conseillers communaux et les secrétaires des sciences. Et nous allons continuer à soutenir l'initiative du maire et l'initiative des conseillers municipaux et l'initiative aussi de notre maire de la commune du 5e arrondissement et l'ensemble des maires des arrondissements de la ville d'N'Djamena. Le samedi citoyen n'est pas seulement un événement de nettoyage, mais aussi une véritable opportunité de rassembler la communauté dans un élan de solidarité et d'unité. Nous allons par le biais des images nous rendre à Bongor, dans la province du Mayo-Kébi-Est. Sur place, les sénateurs et députés de la province ont tenu une rencontre avec les forces vives. Le sujet abordé porte sur la préservation de la paix dans la province. Raymadi Sylviane Madingar est nos yeux et oreilles dans cette province. Le processus de développement dans le cadre de la décentralisation est amorcé dans la province du Mayo-Kébi-Est. En effet, le président de la République a donné des grandes orientations pour la mise en œuvre effective de la décentralisation, gage de rapprochement de l'administration. C'est sur cette lancée que les sénateurs et députés de la province du Mayo-Kébi-Est se mobilisent pour le développement harmonieux de leur province. À la résidence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, Goukouni Sidimi, le chef de mission Sendé Djangrang a situé le mobile de son déplacement à l'assistance et le délégué général s'en réjouit. C'est celui de livrer un message de paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la tolérance et de la cohabitation pacifique à l'endroit des chefs des cantons, des chefs de village, chefs de quartier, chefs de race et des conseillers municipaux qui, à leur tour, ont égrené également quelques chapelets de doléances à leurs représentants. Ces préoccupations ont émerveillé leurs représentants. Ensuite, Sendé Djangrang et la délégation qui l'accompagne ont mis cap sur Guelendeng. Là, les élus du peuple ont eu une rencontre à la mairie avec les chefs traditionnels et autres avant de se diriger vers la préfecture. À la résidence du préfet Adam Maloum Salah, qui a salué cette initiative, les responsables administratifs à tous les niveaux ainsi que les chefs de service déconcentrés de l'État se sont relayés pour vanter le mérite de leurs sénateurs et députés tout en leur évoquant les difficultés rencontrées dans leur département. Avant de mettre fin à cette réunion, les représentants du peuple disent prendre bonne note et qu'ils rendront compte à qui de droit afin de résoudre dans la mesure du possible certains problèmes tout en demandant aux fils et filles du Mayo-Kébi-Est de se tendre la main pour le développement de leur circonscription. Et pendant qu'on y est, sachez que les sénateurs de Hadjar Lamis, Ashta Saleh Daman et Abakar Moussa Kale sont aussi sur le terrain dans le département d'Ngoura et de Haraz Albiar. Les deux élus de la province sont sur place pour recueillir les doléances de la population. Question d'instaurer un climat de confiance dans la province, nous dit notre correspondant Mohamed Oumaradou.
Après Bokoro, chef-lieu du département de Dababa, les sénateurs de Hadjar Lamis, Abakar Moussaka et Achta Saleh Daman poursuivent leur tournée d'inspection dans le département d'Ngoura et de Haraz Albiar. Le but de cette tournée est de renforcer le dialogue intercommunautaire et maintenir l'atmosphère de confiance entre les différentes couches sociales. Cette visite de travail a tracé une bonne phase de réunion avec les habitants relativement à la sécurité, au développement, à la coexistence pacifique et au renforcement de la stabilité dans les deux départements respectifs. Dans un franc-parler, le sénateur Abakar Moussa Kale a souligné l'importance de l'unité nationale et de l'éloignement du favoritisme pour parvenir à un développement équitable, déclarant, et je cite, « Nous remercions tous les participants pour leur contribution active, car la sécurité et la stabilité sont la base idéale pour construire un avenir meilleur répondant aux aspirations des citoyens. » Fin de citation. De son côté, la sénatrice Achta Saleh Daman a évoqué les défis auxquels font face les citoyens, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé, affirmant que le nouveau système de décentralisation permettra aux provinces de gérer les ressources et d'atteindre un développement global sans contrainte. Elle a expliqué, et je cite, « Ce système garantira les droits à tous et nous veillerons à ce que le développement atteigne chaque province dans ses limites géographiques. » Fin de citation. À l'issue de la visite, la délégation a apporté un soutien technique composé de matériel informatique aux communes d'Ngoura et de Haraz Albiar. À Béché dans le Wadaï, les 3 députés du département de Ouara poursuivent leurs activités dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Ils ont effectué une visite à la délégation sanitaire de la province. On en parle avec Mohamed Al-Bakhir Idriss. Les 3 députés de Ouara, Roudouane Hissène Mokhtar, Assia Ahmad Mohamed Hizam et Faisal Abdelkarim Chigefat ont été accueillis par les responsables sanitaires provinciaux. S'enquérir du fonctionnement du système de santé dans la province et recueillir les préoccupations du personnel médical était au menu de la rencontre. Le délégué sanitaire provincial d'Iwadaï, Dr Abdelhamoud Chen, a égrené aux honorables députés un chapelet de doléances allant dans le sens des manques du personnel, l'insuffisance des médicaments et l'état de certaines infrastructures sanitaires. Des échanges francs ont eu lieu entre les parlementaires et les responsables sanitaires à divers niveaux. Les élus promettent de faire remonter ces préoccupations au niveau national. Les parlementaires comptent poursuivre leurs rencontres avec d'autres services publics à Abéché dans les jours à venir. Une démarche saluée par les habitants qui y voient une preuve de proximité. Il vous aurait sûrement accosté dans la rue, marché, mosquée, église, restaurant, banque, ils sont partout. Les mains tendues, c'est leur seul langage. Vous avez compris, on parle de la mendicité. Le phénomène prend de l'ampleur dans la capitale, pratiqué beaucoup plus ces derniers temps par des étrangers qui utilisent leurs enfants. Les plus petits pour toucher la sensibilité des passants. C'est le sujet du grand reportage de la rédaction signé Bouchra Oumarou. Les voici dans les marchés, devant les mosquées, au bord des grandes artères de la capitale, en face des restaurants et des alimentations. Leur présence ne passe pas inaperçue. Certains tendent leurs mains ou s'accrochent aux habits des passants. D'autres ont le regard souvent fixé vers les portières des véhicules, espérant recevoir des pièces de monnaie. La mendicité fait désormais partie du décor quotidien de nos milieux publics. Hommes, femmes et enfants, tous sont embarqués. À l'exemple de cette dame, venue d'un pays voisin. Je m'appelle Aïcha. Je viens du Nigeria depuis 6 mois. Je suis une veuve, mère de 3 enfants. Je quémande pour chercher de quoi à manger et subvenir aux besoins de mes enfants. Je m'appelle Kadidja. Je quémande pour payer le loyer et assurer la scolarité de mes enfants. Dieu merci. Je reçois de l'aide venant de mes proches. C'est un phénomène qui gagne du terrain et prend d'assaut la capitale tchadienne. Une nouvelle forme de mendicité pratiquée ces derniers temps par des étrangers vient de faire surface. C'est devenu un phénomène vraiment courant ici à N'Djamena, surtout pratiquement ici au grand marché. Un enfant court, vient, il attrape ta main, tu lui donnes 100 francs et il jette 100 francs. Ce sont des étrangers. Un manja, normalement, tu lui donnes 100 francs, il prend. Parce que c'est un manja, il n'a rien pour bouffer. Et il cherche quelque chose pour bouffer. Mais quelqu'un, tu lui donnes 100 francs, il jette, il dit c'est petit, il ne veut pas, il veut même 1000 francs ou 2000. C'est pas normal. Dans la capitale,
Les avis sont partagés face à cette mendicité de plus en plus visible. D'abord, la cause de qu'on devient mendiant, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des familles qui sont désagrégées et les enfants se sont retrouvés dans la rue, soit par cause de guerres, par cause de déplacements forcés. On peut dire par exemple le cas de Boko Haram qui a forcé certaines familles à se déplacer de leur localité et quand elles arrivent quelque part, elles n'ont rien à manger, elles n'ont pas d'endroit pour se loger et au lieu d'aller se livrer à des actes un peu ignobles, ces personnes-là préfèrent mendier et vivre que d'aller se jeter dans ces situations-là. La rue reste leur seul refuge. Leur mot de passe, les mains tendues. Face à cette situation, l'on doit agir, à entendre le sociologue afin de leur donner une place digne dans la société. Le ministère en charge de l'immigration doit contrôler cette situation et savoir qui entre, par où est entrée la personne et qu'est-ce que la personne fait. Il va falloir que chaque commune, chaque mairie puisse faire le travail de l'identification, le travail de recensement et puis dès lors qu'ils sont avec nous, on peut voir ce qu'on peut faire pour eux. Les enfants sont particulièrement touchés par ce phénomène. Ils sont des êtres vulnérables, utilisés pour toucher la sensibilité des passants, chose interdite par les textes. Un défi majeur pour le ministère en charge de l'enfance, notamment la direction de la protection des enfants, une catégorie d'enfants qui est exposée à tous les risques. C'est aussi un engagement, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, au niveau de l'article 29, qui parle de la vente, de l'enlèvement et de la mendicité des enfants. Face à cette situation, les autorités locales affirment avoir pris une mesure conséquente. En 2022, la mairie a publié un communiqué interdisant formellement la mendicité dans la ville de N'Djamena, dans le périmètre urbain de manière générale. Mais malgré l'interdiction de la commune, malgré les interventions de forces de l'ordre, malgré l'appréhension de quelques mendiants, le phénomène persiste. Néanmoins, la mairie continue toujours d'agir. Elle est en train de voir deux voies et moyens pour pouvoir un peu éradiquer ce phénomène avec l'appui des ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité publique, pour pouvoir un temps soit peu freiner le phénomène. En attendant la mise en œuvre de ces mesures, la mendicité reste une réalité quotidienne dans la rue de N'Djamena. Un défi social qui interpelle l'opinion nationale. Bouchra, dans chaque mendiant, il y a une histoire que nous devrions écouter. Écoutons-les pour mettre fin à cette pratique. La salle multimédia de la mairie de Massakori a abrité ce samedi la cérémonie de célébration de l'an 2 de la JRT, Jeunesse de la refondation du Tchad. C'était en présence du président fondateur, Dr Adoum Forte Amadou, du secrétaire national chargé du bureau de soutien à Bakarouzi Teguil et de plusieurs autres invités. Mohamed Oumar Adoum rapporte. La délégation du bureau de soutien au MPS Jeunesse de la refondation du Tchad, conduite par son président Dr Adoum Forte Amadou, a été accueillie par une foule nombreuse à Massakori. Le président du comité d'organisation, Mohamed Abdrahman, a remercié les participants pour leur présence chaleureuse. Le coordinateur national du bureau de soutien, Mostafa Mahamadou, dans son intervention, retracé les différentes étapes parcourues par l'organisation depuis sa création. Bakarouzi Teguil, secrétaire exécutif chargé de l'organisation des bureaux de soutien au MPS, a mis en lumière les efforts déployés pour élargir les champs d'action de ces structures et promouvoir le travail collectif. Un sentiment de fierté pour le JRT. Fierté du travail remarquable accompli sur le terrain. Fierté devant les mobilisations croissantes et conscientes. Et surtout, fierté devant l'éveil politique d'une jeunesse de plus en plus engagée, disciplinée et fidèle à la vision de la refondation portée par le camarade président national Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Dr Adoum Forte Amadou, président fondateur de la jeunesse de la refondation du Tchad,
a exprimé sa gratitude aux militants et militantes du MPS de Massakori pour leur chaleureux accueil. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement 2 ans d'existence. Nous célébrons une histoire de combat et de valeurs collectives. Nous célébrons la fidélité à une vision, à un projet de société porté par notre grand parti rassemblaire, le MPS. La cérémonie a pris fin par la remise des certificats aux jeunes stagiaires du centre de formation de Mongo, soulignant ainsi l'engagement du bureau dans la formation et l'autonomisation de la jeunesse tchadienne. Vers un pastoralisme apaisé, la plateforme pastorale du Tchad est à la tâche. Un document sur les bonnes pratiques en lien avec la transhumance est élaboré et soumis à l'appréciation des acteurs du secteur. À la faveur d'un atelier qui se tient ici en N'Djamena, ils échangent autour des expériences, des savoirs endogènes et des innovations à mettre en place pour un pastoralisme moderne, inclusif et durable. Mohamed Brahim Abakar. Les acteurs de l'élevage sont en conclave à l'initiative de la plateforme pastorale du Tchad. Ils sont conviés pour la validation du document sur les bonnes pratiques en lien avec la transhumance. L'objet de la rencontre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la validation de ces livrables et avec l'appui financier de la FAO. Ce premier atelier concerne la documentation des bonnes pratiques en matière de prévention et de la gestion des conflits liés à l'utilisation des espaces et des ressources naturelles. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage et de la production animale appelle les participants à plus d'engagement. L'atelier que nous lançons aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus rigoureux de consultation et de concertation mené par la plateforme pastorale. Il vise à capitaliser les bonnes pratiques et les savoirs locaux qui favorise une transhumance apaisée, sécurisée et une cohabitation harmonieuse entre les acteurs du monde rural. Ce document servira de guide pour l'exercice d'un pastoralisme apaisé et pacifique, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays. Aujourd'hui, 9 août, le monde déroule le tapis au peuple autochtone. La journée leur est dédiée. Ici en N'Djamena, les Peuls Mbororo ont placé cette édition sous les signes de la cohabitation pacifique durable et respect mutuel entre les communautés. La parole a été donnée à la coordonnatrice adjointe de l'association des femmes Peuls et peuples autochtones du Tchad, Aïssatou Oumarou Ibrahim. Suivez ses propos. Au Tchad, cette journée prend une résonance particulière. C'est l'occasion de réaffirmer notre reconnaissance à l'égard des communautés souvent pas très visibles dans les espaces de la société. Les peuples autochtones du Tchad, en l'occurrence les Mbororo et bien d'autres, sont des gardiens d'un patrimoine vivant fondé sur l'équilibre avec la nature, la transmission intergénérationnelle des savoirs. Pourtant, ils continuent d'évoluer en marge des systèmes éducatifs, sanitaires, économiques et politiques. Il est temps de briser le silence et d'agir pour l'équité. Les thèmes de cette année, cohabitation pacifique et respect mutuel entre les communautés, nous interpellent. Ils nous rappellent que la paix véritable ne peut s'installer sans reconnaissance des droits fondamentaux, sans l'équité et sans dialogue sincère avec toutes les composantes de la société. Et c'est parti pour la collecte des dons des livres. C'est une initiative qui entre dans le cadre des préparatifs du centenaire des ententes des églises du Tchad, prévu du 13 au 17 janvier 2026. Un événement qui sera marqué par la construction d'une bibliothèque. C'est le deuxième vice-président du bureau général des églises évangéliques du Tchad, Nodi Hounoum Djedande Daniel, qui a présidé la cérémonie. Voyons cela avec Diane Altengar. Les fidèles des différentes églises évangéliques du Tchad se sont mobilisés pour cette opération de collecte de dons des livres, base de la réussite de la célébration l'année prochaine du centenaire des EET, laquelle opération qui permettra à la bibliothèque d'être gravée dans l'histoire des dénominations de ces églises. L'événement qui nous réunit fait partie du programme de l'histoire. C'est le lieu de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de notre dénomination.
Faire un don de livres pour la bibliothèque des centenaires est le signe de conserver le souvenir à la génération présente et à venir. Lors du partage de l'évangile, le révérend pasteur Mathieu Yacoub invite les fidèles à être des hommes modèles à l'exemple du Christ en se référant aux prophètes Philippe et Théophile qui ont cru au ministère de Jésus. Les livres collectés sont de différents types et ils vont faire donc par la suite l'objet d'un triage. Et cela sera donc disposé le moment venu dans les rayons d'une bibliothèque qui est en voie d'être apprêtée, que cette bibliothèque donc voit le jour officiellement par une cérémonie exceptionnelle à l'occasion, nous l'espérons, et nous comptons sur la grâce de Dieu pour y être présents. L'opération de collecte de ces ouvrages se poursuivra dans toutes les annexes des églises évangéliques du Tchad. Sur la scène culturelle, l'artiste Ndeza Teguil a co-animé ce matin avec le secrétaire général du ministère de la Culture une conférence de presse pour parler des niveaux des préparatifs du concert géant prévu dans la salle New Morning de Paris. La date du 10 septembre qui est prévue pour ce grand concert a été reportée pour le 14 septembre 2025. Innocent Kilayo. C'est la deuxième conférence de presse animée par l'artiste Ndeza Teguil pour annoncer aux médias et au public le niveau actuel des préparatifs de son concert géant prévu dans la salle New Morning de Paris. Par rapport à la conférence de presse de la fois passée, celle de ce matin annonce un report de quelques jours de la date du concert prévu pour le 10 septembre 2025. Le Tchad au New Morning, ce n'est pas une histoire d'Ndeza, c'est l'affaire de la culture tchadienne. Et c'est le Tchad qui se déporte, c'est le bleu, jaune, rouge. Donc ensemble, c'est la force. Et ensemble, on va écrire notre histoire dans cette mythique salle le 14 septembre au New Morning de Paris. L'artiste Ndeza Teguil est soutenu par le ministère en charge de la culture. Son secrétaire général, Abdoulaye Souleymane Babalé, confirme le soutien du département de la culture. Le ministère en charge de la culture parraine cet événement et accompagne Ndeza pour aller se produire dans la mythique salle des New Morning dans le 10e arrondissement de Paris. Donc nous sommes là pour réitérer l'accompagnement des plus hautes autorités pour ce projet-là. En plus du parrainage du ministère en charge de la culture, Ndeza Teguil invite ses fans à apporter leur contribution à travers l'achat d'un t-shirt conçu pour ce concert géant. L'actualité sportive de cette semaine est largement marquée par le retour triomphal des jeunes athlètes nationaux. Ils rentrent des Jeux des Africains des sports scolaires. Les gymnastes et les athlètes des courses de 400 mètres ont fait retentir l'hymne national, un sacre qui fait la fierté du Tchad, nous dit Innocent Kilayo. Cette semaine, le sport tchadien a triomphé sur la scène internationale. Les Jeux africains de sport scolaire, il s'agit des sacres réalisés par des jeunes sportifs placés dans des différents centres de formation en Espagne et à Dakar. Ces jeunes athlètes ont chacun porté le tricolore plus haut en faisant retentir pour la première fois depuis une vingtaine d'années l'hymne national. Parmi ces jeunes athlètes, 2 ont réussi la palme d'or et sont classés au sommet des sommets. Il s'agit de la gymnaste Ashta Abdoulaye Derib, boursière de la Fondation Ramon Grosso d'Espagne et du Comité olympique sportif tchadien. La jeune gymnaste a marqué les esprits à Alger en raflant à elle seule 4 médailles en or. J'aimerais aussi dédier cette médaille à toute la jeunesse africaine, en concret celle du Tchad, et aussi remercier à toutes les familles qui nous ont soutenus de début jusqu'à maintenant. En athlétisme, c'est Maïdim Mingeyam Esther qui est devenue une étoile montante. La jeune athlète arrache la médaille d'or aux épreuves de 400 mètres plats. Elle vient de briser la malédiction qui s'abattait sur l'athlétisme tchadien depuis les sacres de Kaltouma Nadjinan il y a 20 ans. Cette médaille, ça m'a vraiment touché au cœur parce que quand j'avais vu pour la première fois, ils ont levé le drapeau, j'ai dit à coach que moi aussi je veux qu'on soulève le drapeau. Et effectivement, j'avais réalisé. Ici dans la capitale, c'est le basketball qui a aussi marqué les esprits. La finale des play-offs remportée par l'équipe Lamantin devant Amtok City a tenu toutes ses promesses. C'est avec ces belles images que se referme le journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris demain à la même heure sur cette même antenne. Restez-y, la télévision
c'est chez nous.